Eh bien, bonjour à tous, merci d'être présents. Nous allons passer 1 heure et demie à parler de l'ETP et d'emblée, le titre de l'atelier n'est pas celui auquel vous vous attendez parce que, en fait, nous avions choisi de demander si l'ETP visait l'autonomie ou, et c'est pas et, ou l'émancipation du patient. Et on va essayer de discuter là-dessus avec Johan Verdier, que je vais laisser se présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, Johan Verdier, je suis directeur des soins en établissement SSR polyvalent de 60 lits à Peine d'Agenais, donc en Lot-et-Garonne. Et nous avons depuis 5 ans maintenant un programme d'éducation thérapeutique destiné aux patients lombalgiques chroniques, donc plutôt des patients jeunes en arrêt de travail. Voilà, dans lequel pardon, j'ai la chance d'intervenir et je participe aussi à la coordination de ce programme. Voilà. Merci Johan. Donc la co-animation, je vais la partager avec toi. Je suis donc Dominique Maroubi, responsable coordonnateur médical de l'UTEP de Saintonge, comme le kakémono qui est dans mon dos. C'est pour ça que j'avais besoin d'un petit peu de champ pour la caméra. Je suis aussi vice-président d'Etna et j'espère que nous allons pouvoir partager ensemble. C'est-à-dire que, comme je le dis souvent, si on dit ETP, on va essayer de faire ETP. Donc, on n'a pas un diaporama à vous présenter, on va essayer de vous faire réagir. Et si vous le voulez bien, pour que la présentation soit assez simple, on va s'amuser à changer un petit peu notre vignette pour dire qui nous sommes et d'où nous sommes. Comme ça sera simple. En haut à droite, vous avez un petit onglet qui a 3 points de suspension. Vous pouvez, à ce moment-là, cliquer dessus et renommer votre vignette. Ainsi, moi, je suis Dominique Maroubi, UTEP de Saintonge. Comme ça nous permettra de savoir d'où viennent les différentes personnes et qui elles sont, si vous voulez bien le faire. On va essayer d'avoir les micros coupés, bien évidemment, pendant l'ensemble de l'atelier. Pour pouvoir prendre la main, assez simple, vous avez en bas de l'écran des icônes qui apparaissent sur lesquelles il y a marqué réaction à droite, c'est l'avant-dernier. Et sur réaction, quand vous cliquez dessus, vous avez levé la main, comme je viens de le faire. Et lever la main, ça met automatiquement votre vignette sur l'écran en premier. Comme ça, on sait que vous avez parlé et on va essayer d'être attentif avec Johan. Sylvain qui est à la technique et qui est notre réalisateur et qui va nous dire aussi si jamais on dépasse le temps ou pas. Et quand vous avez fini de parler, vous recliquez dessus et baissez la main, ça l'efface. Voilà. Donc, si vous êtes d'accord avec ces règles, on va commencer. Non sans vous avoir dit, mais vous avez dû accepter que la séance était enregistrée. En conséquence, vous nous donnez le droit à l'image, sauf si vous coupez votre caméra. Est-ce que c'est assez clair? Est-ce que vous avez pu changer? Ok, j'ai vu que Lisa, effectivement, Blandine aussi avait changé un petit peu. Ah, super, Laure, je comprends. Par contre, bon, ça va, Valérie et Elodie, on se connaît, mais il faudra que vous disiez ce qu'est Cap TV quand même la première fois que vous parlerez. Et Aurélie et Nathalie, au CH Laborie, d'accord. On est parti? Ah si, j'ai oublié. Si ça vous ne gêne pas, vous voulez bien couper vos téléphones pour qu'on puisse être sans truc. Et surtout, à la fin de notre atelier, n'oubliez pas de le rallumer. Ton micro est coupé, Johan. Ah, mon téléphone sonne.
Allô? Allô, Monsieur Purgon, Oui. ici Argan. Je, Ah, je suis, comme vous le savez, atteint d'un mal incurable qui sans cesse obnubile mon esprit et entrave mes sens. Votre confrère, Monsieur Diafoirus, suggère que je suive un programme d'atelier d'éducation thérapeutique. Il affirme que cela va me rendre autonome, que je serai mieux dans mon quotidien, plus apte à le gérer et que j'aurai appris à ne pas me mettre dans des situations où mon mal risque de s'aggraver. Qu'en pensez-vous? Vous êtes mon référent en la matière et je me conformerai scrupuleusement, comme toujours, à vos prescriptions. oui, 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 voyons cela de plus près. Mon éminent confrère et néanmoins ami, enfin surtout néanmoins, se fourvoie dans des considérations inappropriées. Qui pourrait croire que l'on apprenne l'art médical en quelques séances, fût-elle informative, explicative encore, mais voyez le nombre d'années d'études et d'expériences que je peux avancer à l'appui de mes préceptes. Je sais, moi, parfaitement ce qui vous convient et ne vous inflige que les médecines et les purges les plus appropriées, les mieux adaptées à votre situation et à votre état. Faites ce que je vous dis, comme je vous le dis, et vous vous porterez aussi bien que possible. Dans la mesure de votre santé fragile, dont il convient effectivement de prendre le plus grand soin. Et ce n'est là que le moindre de mes soucis, votre étant m'étant d'une si grande affliction que je mets tout mon art à vous soulager. L'aide que je vous prodigue. Tout le reste n'est que billevesée et baliverne. Ainsi soit-il. J'enrage de tels propos et de voir à quel point votre ressenti est bafoué. Mon maître, mon bon maître, moi, Toinette, qui vous aide sans répit au quotidien, je vois bien que toutes ces purges, pour utiles qu'elles soient, ne sont pas toutes, loin s'en faut, adaptées à votre besoin. Et que parfois, au moment où vous les subissez, votre état n'est pas en mesure d'en faire les frais. Vous pourriez peut-être, de temps en temps, selon les circonstances, faire l'économie de l'une ou l'autre et vous ne vous sentirez que mieux, et tout au moins moins mal. Moi, ce que j'en dis, c'est pour votre bien. Peut-être feriez-vous mieux, pour votre bien s'entend et la préservation de votre état de santé, de vous pencher vous-même sur les préceptes médicaux et d'en faire votre profession. Devenez médecin. Qui mieux que vous connaîtrait votre mal? Quoi de mieux pour agir en bon escient sur votre état de santé en pleine connaissance de cause et ainsi vous émanciper de tous les purgons et les diafoirus de la terre. Bien, merci par avance pour votre indulgence quant à nos talents d'acteur. Bien que, Dominique, je trouve que d'atelier en atelier, on s'améliore. Et on va C'est peut-être le but des répétitions. déclencher une vocation. Plus sérieusement, donc, vous avez reconnu ou pas une parodie de la célèbre pièce Le Malade imaginaire de Molière qui nous ramène à notre jeunesse et au moins à l'étude de cette pièce au collège ou au lycée. Et on a trouvé que c'était une bonne entrée en matière parce que finalement, Argan, il n'a plus qu'une seule solution devant lui pour vivre avec sa maladie, c'est de devenir médecin lui-même. On va en reparler. Et donc, on va vous demander, qu'avez-vous observé dans cette pièce? Quelles attitudes? Qui est autonome? C'est le titre de notre atelier aujourd'hui. Le TP vise-t-elle l'autonomie ou l'émancipation des patients? Donc, qui est autonome? Qui est émancipé? Qui est demandeur? De quoi? Voilà. Donc, la parole est à vous. On peut échanger sur cette scénette. Qu'avez-vous vu?
Bon, moi, Lisa, bonjour. Bonjour, je vais prendre la parole parce que je vois que personne ne la prend. Alors moi, j'ai vu en tout cas le rôle que vous avez joué, Dominique, d'un médecin qui est vraiment dans une approche très paternaliste, hein, qui dit c'est moi le sachant, c'est moi qui ai les connaissances, c'est moi qui ai le savoir, et donc c'est moi qui vous dis ce dont vous avez besoin pour être bien, quoi. Donc, c'est une approche voilà, qui ne laisse pas véritablement ni l'écoute, ni l'attention, donc une question d'attention, ni une question d'écoute, et encore moins une collaboration, comment dire, un partenariat entre le patient et le médecin. Voilà. Donc, on voit que le patient, en tout cas dans l'attitude du médecin, a une attitude très passive, et que cette attitude passive, elle est vraiment encouragée finalement par l'attitude du médecin. Argan aurait besoin d'autonomie? Je pense que oui, c'est-à-dire que j'ai envie de dire, à l'heure actuelle, au 21e siècle, et quand on connaît le système de santé tel qu'il est, il y a d'une part le besoin que la personne se prenne en main. Moi, j'ai envie de dire se prenne en main, ou en tout cas puisse prendre soin d'elle, et qu'elle ne soit pas forcément dépendante du système de santé. Et en tout cas, que cela soit quelque chose qui lui soit proposé. Dans le sens qu'on sait, voilà, comme vous l'avez vu, hein, je suis patiente partenaire, donc je suis relativement engagée dans ces questions-là. Il n'y a pas une injonction à dire aux patients, vous devez absolument être responsable de vos soins. C'est quelque chose qui doit lui être proposé pour pouvoir renforcer son pouvoir d'agir, pour pouvoir renforcer son autonomie, et surtout que ça soit véritablement, on parle beaucoup que ça soit une décision qui soit libre et éclairée, qui soit prise de la part du patient, sans un partage et surtout une écoute qui permette de voir dans quelle mesure le patient a compris ce qui lui est proposé. On risque, en tout cas, il est fort probable qu'on ne soit pas du tout dans une décision qui soit libre et éclairée, prise par le patient. Et l'autre chose, et là, je reviens aussi à ma casquette de patiente partenaire et de connaissances que j'ai là-dessus. On sait que dans les maladies chroniques, le taux d'inobservance est entre 50 et 60%. Donc, c'est aussi une question même pour le médecin, de se dire si ce que je lui propose, il ne l'écoute pas ou il ne le fait pas, ça montre qu'il y a peut-être aussi un manque quelque part pour que le patient puisse avoir des soins qui lui correspondent et qui lui permettent aussi de se prendre en soin. Ce qui veut dire que s'il ne le fait pas dans 40 à 50% des cas, c'est qu'il est émancipé? Je ne veux pas monopoliser la parole parce que vous me posez plein de questions. Est-ce qu'il est émancipé? C'est une bonne question. Est-ce qu'il est émancipé s'il ne le fait pas à 30 à 50%? Non, ça veut dire on n'a peut-être pas forcément pris en compte son projet de vie, d'une part, et que ce qu'on lui propose n'est pas forcément en adéquation avec ce qu'il peut faire ou ce qu'il a envie de faire. Et la deuxième chose, c'est encore une fois, comme je disais tout à l'heure, est-ce que c'est une décision qui est libre et éclairée? Je ne pense pas que cela soit le cas. Et si je peux me permettre, très récemment, et ça m'avait beaucoup frappé, cette anecdote, avec un infirmier qui me disait
qu'il y avait une personne atteinte d'une pathologie et que cette personne, finalement, elle ne suivait pas justement le traitement qu'on lui proposait. Et il me disait, mais c'est tout à fait normal, c'est une personne, j'habite en Suisse à Genève et il y a pas mal de communautés de personnes originaires d'Espagne, du Portugal et d'Italie. Et ce sont des personnes qui sont venues pour trouver un emploi à Genève, et très souvent, quand elles arrivent à Genève, elles se retrouvent entre elles dans leur communauté, et donc elles continuent finalement à parler leur langue et à rester ensemble, et donc à avoir ce lien. Et il me disait, mais finalement, ce qu'on est en train de proposer à cette personne va l'obliger à s'éloigner de sa communauté. Et donc, n'étant plus en lien avec cette communauté, il va se sentir totalement isolé. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'effectivement, si on n'a pas cette connaissance de l'environnement dans lequel évolue le patient, on risque de passer à côté de quelque chose d'extrêmement important, et donc de proposer un traitement qu'il ne va pas suivre. Mais si on ne lui pose pas la question, et si on ne connaît pas un peu mieux sa vie, son environnement, etc., on risque effectivement de passer à travers une information clé pour l'établissement déjà d'une relation, de co-construire quelque chose avec le patient, et surtout qu'on soit dans un taux d'observance du traitement qui soit plus sûr. Merci. C'est un interrogatoire, pardon, un oral Merci Lisa, en tout cas c'est très riche et vous avez ouvert au moins 3 ou 4 débats éthiques supplémentaires. Alors j'ai noté toutefois que c'est vrai, vous avez raison, l'approche paternaliste au départ du médecin, c'est anti-ETP. C'est tout ce qu'on ne fait pas en éducation thérapeutique. Et vous avez dit quelque chose d'intéressant aussi, c'est pour l'autonomie, il faut qu'il y ait une intention au départ du patient. Ce terme, il est intéressant, on ne l'avait pas entendu dans l'atelier précédent, et à mon sens, il est très, très intéressant. Alors, les autres, qu'est-ce que vous a inspiré cette scénette? Aurélie et Blandine, Nathalie. on pense quoi d'Argan? Alors, pour être honnête, j'ai eu que l'image et pas le son, donc c'est difficile de réagir. J'ai un petit problème technique, ça coupait de temps en temps. Par rapport à l'intention, ce qu'il a dit sur l'autonomie, il faut qu'il y ait une intention pour qu'effectivement on puisse ensuite parler d'autonomie. Je pense aussi qu'il y a différentes approches d'autonomie, différents entre guillemets niveaux d'autonomie, et que tous les patients ne recherchent pas forcément la même autonomie. Alors, n'ayant pas entendu complètement tous les échanges, il y a un truc que je voudrais simplement mentionner, c'est que la question telle qu'elle est formulée, c'est ce que vise le TP. Moi, j'ai fait des travaux de recherche pour savoir ce que ça a apporté aux patients. Donc, et je me demande si de temps en temps, on n'est quand même pas assez... Bon, évidemment, il y a des points communs, je veux dire, clairement, qui sont connaissances, de compétences, etc. Mais il y a des choses qui ressortent du point de vue du patient qui sont peut-être pas dans ce qu'on appellera la catégorie autonomie, et qui contribuent à rendre le patient plus acteur de son parcours de soins. Alors, je suis en oncologie, moi, notamment tout ce qui est soutien, accompagnement, tout ce qui est également l'ETP qui finalement favorise aussi les relations que le patient a avec son entourage. C'est une dimension qui est sortie assez intéressante, où ça va au-delà de l'acquisition de connaissances et de compétences, ça va vraiment dans cette capacité aussi à mieux vivre sa maladie avec son entourage au sens large, et notamment aussi avec les soignants, sa famille, ses proches, et aussi les soignants. Donc voilà, je ne peux pas trop répondre à votre question, mais apporter peut-être aussi cette idée de se dire qu'est-ce que l'autonomie du point de vue du patient, et qu'est-ce que l'ETP apporte du point de vue aux yeux du patient, et non pas simplement ce qu'elle vise, et mettre en parallèle les deux éléments pour voir la richesse des deux approches. Et je suis désolée de ne pas pouvoir répondre plus précisément à votre question, puisque j'ai zappé une partie du texte. Mais c'est très intéressant. Le rôle sans image était impressionnant. Hein. L'image, mais je n'avais pas le son. C'est intéressant, puisqu'il y a un mot qui revient assez souvent et que vous avez prononcé, c'est le mot d'acteur. Les acteurs de leur santé. Mais un acteur, il est autonome, il est émancipé?
Je crois que la barre est. C'est pas une question. Enfin, il y a une question d'intention, il y a une question de capacité, mais il y a aussi une vision différente, une représentation différente de l'autonomie selon les patients. Je dis Et je ne ça. suis pas sûre qu'ils cherchent l'ETP, en tout cas en anthropologie. Je vais être très pragmatique en tant que patiente. On cherche surtout, avant tout, à moins galérer dans son parcours de soins, à être un peu plus autonome dans son parcours de soins, effectivement, mais fondamentalement, la priorité, c'est de le vivre mieux. Par contre, et puis l'ETP, en principe, en oncologie, ça s'arrête une fois que le parcours de soins est terminé. Mais je pense qu'il y a des choses intéressantes à faire aussi sur l'après-cancer. Puisqu'on est dans une logique de chronisation du cancer, je pense qu'il faudrait peut-être travailler sur la suite. Et j'ai beaucoup apprécié tout à l'heure l'intervention de Johan sur l'histoire de ces patients qui, au bout de 6 mois, finalement divorcés. Était-ce une mauvaise chose? Enfin, je plaisante, hein. Mais peut-être aussi simplement c'est un changement de priorité, un changement de relation avec son entourage qui fait que ça nous amène à ça. Mais c'est pas forcément un échec de l'ETP. Donc, la notion je pense qu'il faut travailler sur plusieurs dimensions. La récence du parcours d'éducation thérapeutique, la valeur qu'on en retire en tant que patient, et cette valeur retirée de l'éducation thérapeutique, au fil du temps, les contenus diffèrent, on le voit assez clairement. On est au départ la tête dans le sac, et donc il faut qu'on sorte le plus, enfin qu'on vive le mieux possible son parcours de soins. Donc on est peut-être effectivement dans des approches un peu plus pragmatiques, logistiques, hein, voilà. Et après peut-être qu'on part sur d'autres choses. Et je pense que les effets de l'ETP peuvent être aussi mesurés à long terme. Et à long terme, on voit des choses assez intéressantes. Et pour en revenir à la table ronde où on était juste avant, je pense que l'ETP peut être aussi un bon espace pour inciter les patients ensuite, une fois qu'ils ont digéré leur truc, à l'engagement vis-à-vis des autres, leurs pairs, et vis-à-vis du système. Ça, c'est intéressant en matière d'autonomie et d'émancipation. On y reviendra certainement au cours des débats. On a parlé du médecin, on a parlé du patient, mais le rôle de Toinette, Laure, vous l'avez vu comment? Alors moi, déjà, j'aimerais bien qu'on revienne précisément aux notions d'émancipation et d'autonomie, en fait, parce que là, on en parle depuis le départ, mais je ne suis pas sûre que… Enfin, moi, personnellement, si je ne regarde pas la définition dans le dictionnaire, je suis incapable de faire la distinction entre les deux. Donc, je suis allée regarder sur Internet en même temps. Et franchement, pour moi, ce n'est pas très clair déjà. Donc moi, sur autonomie, dans le Robert, j'ai… droit de se gouverner par ses propres lois à l'intérieur d'un État, ou en deux, faculté d'agir librement et indépendance. Et sur l'émancipation, j'ai action d'affranchir ou de s'affranchir d'une autorité, de servitude et de préjugés. Je ne sais pas, vous en pensez quoi, vous, Dominique? C'est quoi la différence? Moi, j'ai effectivement une petite réflexion là-dessus. C'est que l'autonomie, je dirais que c'est une capacité, c'est quelque chose qui nous permet d'agir. L'émancipation, c'est une responsabilité. Ça va plus loin. Une responsabilité par rapport à quoi, du coup? Capable de s'affranchir. C'est pas moi qui ai dit la définition, là, du coup. Si je suis affranchi, je redeviens, au sens étymologique du terme, un être à plein, donc un être responsable de mes choix. Ce qui est le cas de la capacité juridique quand on atteint l'âge de l'émancipation, où on devient capable juridiquement, c'est-à-dire en capacité de répondre de ses actes éventuellement devant une juridiction. Et en quoi, du coup, là, c'est pertinent par rapport à notre situation, le fait qu'il y ait cette dimension Parce que juridique? justement, qu'est-ce qu'on a vu là tout à l'heure? C'est pour ça que je vous ai interrogé sur le rôle de Toinette, parce que Toinette, c'est la seule qui prononce le mot émancipation dans notre Sénète, et elle est celle qui est en place d'aidant. Elle est celle qui soutient Argan au quotidien, et elle lui dit en un mot comme en deux, si vous étiez émancipé, vous me laisseriez plus tranquille. C'est un peu pour ça, avec ce que vous avez mis sur votre vignette, que je me suis permis de vous interpeller. Alors moi, je suis une proche aidante, comment dire, complètement novice dans le domaine de l'ETP, parce que voilà, je débarque un peu par là pour savoir si aujourd'hui, il est pertinent pour moi, au vu de ma situation, de m'engager là-dedans. Donc, je suis plutôt ici en observatrice, un petit peu participatrice, mais observatrice pour essayer de comprendre les enjeux de ce domaine, les enjeux là, en l'occurrence, de la question par rapport à l'éthique et à l'autonomie. Mais voilà, après, je ne vais pas pouvoir vous donner d'exemples par rapport à
un quelconque recul de mon statut de proche aidant. Moi, pour l'instant, aujourd'hui, je suis juste proche aidante de mon mari, en l'occurrence, qui est atteint d'un cancer incurable. Et donc, voilà. Donc là, je vous avouerai qu'aujourd'hui, je ne suis pas là en mesure de répondre à vos questions parce que ce n'est pas véritablement mes préoccupations spécifiquement du moment, en fait. Je comprends. Merci en tout cas de ce partage. Simplement, l'expérience de chacun a valeur, et là on a suffisamment de patients autour de la table pour savoir que l'expérience expérientielle qui a fait du débat très longtemps entre les experts, experts de savoir et experts de compétences et de connaissances, n'a à l'heure actuelle plus lieu d'être. Ce sont deux points de vue différents. Point. Le point de vue du soignant et le point de vue du patient sont deux points de vue différents. Le point de vue de l'aidant étant un troisième à ne pas négliger. Lisa a levé la main. Oui, si je peux me permettre, par rapport déjà aux réactions qui ont suivi mon intervention. Et je vous remercie d'avoir abordé cette question effectivement de la définition de l'autonomie et de l'émancipation. Et je me dis qu'effectivement, si l'autonomie se définit comme étant renforcer les capacités, encore faut-il qu'on fasse le nécessaire pour renforcer ces capacités. Et pour renforcer les capacités, j'essaye de réfléchir de manière générale et en même temps en me remettant dans mon propre parcours de soins quand j'ai eu mes problèmes de santé et de voir est-ce que, et par rapport à votre question, hein, est-ce qu'on est acteur, est-ce que j'étais actrice de mon parcours aujourd'hui, en étant depuis maintenant à peu près 2 ans patiente partenaire, je me dis, j'ai été une bonne élève dans le sens que je suivais ce qu'on me demandait. Je pensais que j'étais actrice, mais avec tout ce que j'ai appris et découvert depuis, et aussi comment dire, la distance que j'ai pu prendre aussi par rapport à mon parcours, je me dis qu'effectivement, je n'étais pas du tout dans une décision libre et éclairée, et que je n'étais pas véritablement, comment dire, il n'y a pas eu de co-construction qui a été faite avec les professionnels de santé, en tout cas avec les soignants. Et donc, j'étais une bonne élève dans le sens que j'écoutais et j'agissais. J'étais, comme on dit souvent, le bon petit soldat à faire ce qu'on me demandait de faire, mais on n'a pas renforcé à ce moment-là mes capacités pour pouvoir être pleinement actrice et choisir de manière voilà, éclairée, libre et éclairée. Quand on me dit, quand un des chirurgiens me dit, si c'était ma propre fille, c'est le choix que je ferais, ben, peut-être qu'il l'a dit de manière bienveillante, mais moi, le choix qui a été finalement choisi n'était pas forcément le choix qui m'était vraiment approprié, qui me convenait le mieux. Et donc, je me dis, au niveau du renforcement de mes capacités à ce moment-là, on aurait pu mieux faire. Je réfléchis à voix haute. Comme je dis. Non, mais c'est très important parce que quand vous dites que vous étiez bonne élève, actrice, en fait, vous suiviez les prescriptions de votre metteur en scène. Exactement. Mais je les suivais parce que parce que voilà, on parle, et je vous remercie hein, de parler justement des savoirs, autant des savoirs acquis des patients qu'on acquiert à travers la vie avec la maladie, ou également avec le système de santé, qui viennent compléter le savoir des professionnels de santé, mais en même temps, il n'y a pas eu d'espace qui m'a été proposé par le système de santé pour que justement on puisse réfléchir ensemble à quel était finalement le protocole idéal qui aurait pu me convenir. Et c'est là que je me dis que la question de l'éducation à l'alliance thérapeutique doit se faire dans les deux sens. Réciprocité. Oui. L'acteur qui intervient dans la mise en scène. Valérie, qu'est-ce que tu en penses? Alors, ça m'intéresse justement. Merci, Dominique. Ça me permet de rebondir justement sur ce qui vient d'être dit. Vous m'entendez bien? Oui.
Oui. Je représente en fait le dispositif de CAP TV, qui est le centre en fait ambulatoire de prévention et d'éducation thérapeutique sur le territoire de la Vienne, et la vision en fait d'un dispositif comme le nôtre qui propose de l'ETP ambulatoire sur tout le département aux personnes atteintes de maladies chroniques. Elle est par rapport à l'autonomie, le fait peut-être que nous on va proposer un temps d'échange avant de rentrer dans un parcours d'ETP, un temps d'échange avec Élodie Fumon, qui est assistante administrative et puis coordinatrice du parcours à CAP TV, qui va prendre le temps d'expliquer comment ça se passe, qu'on peut attendre. Et l'échange se fait parce que c'est important aussi que la confiance se fasse, l'échange. Il y a aussi les représentations de l'ETP. On ne sait pas ce que c'est que l'ETP aujourd'hui culturellement. Et puis, il y a une thèse qui a été faite là, en début d'année sur les représentations de l'ETP. Il y a plus de 90% des patients interrogés qui étaient atteints d'une maladie chronique qui étaient incapables d'expliquer ce qu'était l'éducation thérapeutique. Donc, je pense que cet échange, il est important quand on parle d'autonomie et d'émancipation. C'est important déjà qu'on sache de quoi on parle. Après, on laisse un temps de réflexion. C'est-à-dire que le patient, il va avoir tout le temps qu'il souhaite pour réfléchir à ce qu'on lui a dit. Soit il rentre tout de suite, soit il veut qu'on le rappelle, ou soit c'est lui qui rappelle. Et là, on devient acteur, mais parfois, on a aussi besoin d'être accompagné pour être acteur. Troisième point, c'est un parcours personnalisé, c'est-à-dire que le diagnostic éducatif va permettre à ce patient de se positionner sur ce qu'il sait, ce qu'il veut pas aussi, et puis de planifier individuellement avec l'assistante de CAP TV ce qu'il veut faire. Donc là, on rentre dans l'autonomie où c'est le patient qui décide, qui choisit. Il peut choisir de ne pas faire d'atelier pendant 2 mois, quelle que soit la raison, on n'a pas besoin de le savoir. Là encore, on est dans l'autonomie. Et puis le quatrième point, c'est qu'on va prendre en compte l'environnement. Je l'ai entendu tout à l'heure, c'est quelque chose qui me semble essentiel. L'environnement, c'est-à-dire que nous, les ateliers sont ambulatoires, ils ont lieu au plus proche du patient, ce qui permet de prendre en compte l'environnement. Le patient peut venir avec l'entourage. Il est dans un lieu qui ne lui est pas forcément inconnu. Ça peut être dans la maison de santé d'à côté qu'il connaît ou chez son infirmière. Le deuxième point, c'est l'émancipation. Donc là, en fait, nous, on la valorise, on essaie d'obtenir ça par la co-animation de nos ateliers. 100% de nos ateliers sont co-animés, mais ils sont co-animés soit avec 2 professionnels de professions différentes, et je ne parle pas que de professionnels de santé, soit avec un professionnel et un patient. Alors nous, on les appelle à CAP TV les patients appui. Ce sont principalement des patients qui ont bénéficié à un moment donné de l'ETP et qui, parce qu'ils ont eu un recul suffisamment long sur leur suffisamment important sur leur pathologie, qu'ils ont décidé de passer de l'autre côté et devenir patient appui en se formant à l'ETP et en co-animant. Et là, on est sur l'émancipation pour le patient qui devient patient appui, mais aussi pour les autres, parce qu'il va apporter, il va enrichir les échanges pendant ces ateliers d'ETP. Il va apporter son vécu, son savoir-faire, son savoir-être, et il va permettre à ces personnes qui sont présentes de prendre des décisions. J'entendais tout à l'heure les décisions éclairées, c'est tout à fait ça, et de pouvoir s'autoriser à faire des choix. Le patient va pouvoir s'émanciper en s'autorisant à faire des choix. Et donc là, c'est l'élément, moi, qui me semblait important dans l'émancipation. Merci Valérie. Et alors en psychiatrie, émancipation? Alors oui, nous on est Aurélie, ergothérapeute et moi infirmière à Créative en psychiatrie. Quand vous parlez des choix, ça me fait penser aux usagers qui vont expérimenter les choses en fait, quand ils participent à des ateliers de TP. Et du coup, c'est faire le choix d'expérimenter ceci ou cela, ce qu'ils ont appris pendant les ateliers, au décours des discussions, des partages, etc., des échanges. Et c'est après cette expérimentation qu'ils vont s'orienter, qu'ils vont refaire des choix, enfin rechoisir des actions par ici ou par là. Donc voilà, c'est vraiment ça. C'est quand on parlait tout à l'heure de la personne qui choisissait de ne pas prendre son traitement ou ses traitements, que ce soit en activité ou en chimiothérapie, ben on est vraiment là-dedans. Nous, on pratique aussi ça. Si la personne nous dit, ben là, j'ai fait le choix moi je me souviens d'un usager qui était parti en vacances dans sa famille, elle n'avait pas pris son traitement pendant 1 mois, et au retour, elle s'est dit, ben non, là j'ai vraiment besoin du traitement, et ça l'a forgé, ça a confirmé l'utilité du traitement, par exemple. C'est vraiment l'expérience, et on est enfin, il y a un gros lien, de toute façon, entre l'autonomie et l'émancipation, parce qu'on a besoin des deux, c'est ce que je pense, pour
pour être libre et puis vivre en fonction de ses valeurs et de s'approprier voilà, les outils qu'on peut trouver en fonction de ses projets de vie, etc. D'accord, merci. Être libre, c'est intéressant, être libre. Devenir autonome et émancipé pour être libre. Et donc, pour revenir à notre scénette, est-ce que finalement, Argan, il a besoin de devenir médecin pour être autonome ou émancipé? Est-ce que nos patients, les patients, nous avons besoin de devenir médecin? Alors, c'est caricatural, mais pour atteindre l'autonomie ou l'émancipation. C'est le propos de Molière, hein, moi j'y suis pour rien. Hein. Lisa? Alors, moi j'ai envie de dire non, dans le sens que je pars de l'idée du principe qu'on est, on est tous interdépendants et on interagit. Et donc, il est plus important finalement de reconnaître les savoirs des patients et d'être vraiment complémentaires des savoirs scientifiques et académiques. Et c'est plutôt dans ce sens-là qu'on va co-construire un chemin qui soit le plus approprié pour le patient que de devenir… voilà, l'intention n'est pas de devenir professionnel en éducation thérapeutique ou devenir médecin, c'est plutôt déjà de reconnaître les savoirs des patients et qu'ils soient complémentaires. Donc, pour reconnaître, il faut écouter. Et donc, c'est déjà une question d'écoute et voilà, une écoute et une reconnaissance pour établir véritablement un lien de confiance et être complémentaire. Mais pas, en tout cas, pour revenir à la scénette, pas devenir médecin. C'est-à-dire du coup qu'il faut quand même qu'à quelque part, cette autonomie ou ce droit à l'émancipation soit accordé. Il faut qu'il y ait un partenaire qui laisse aller, qui lâche la grappe, qui fasse… Exactement. Et en fait, si je peux me permettre, parce que il y a Blandine et Laure qui étaient déjà… En fait, on était déjà toutes les trois sur la table ronde d'avant. Et je vais redire quelque chose que j'ai mentionné tout à l'heure, parce que même si effectivement il y a cette envie et on est dans ce, comment dire, dans ce chemin, dans cette voie de renforcer les capacités, n'empêche qu'on reste malheureusement, ou je ne sais pas si c'est malheureusement, mais en tout cas, c'est une chose dont on a besoin d'avoir conscience, qui est, on a tous des biais cognitifs, on a tous des représentations qui font que les connaissances ou les savoirs des patients ne sont pas forcément encore très reconnus. Et je disais tout à l'heure dans la table ronde précédente qu'il y avait des travaux qui sont faits par Olivia Gross qui parlent justement de ces injustices épistémiques dont les patients font encore les frais, c'est-à-dire qu'on n'est pas entendu dans un… Et récemment, je discutais encore avec une personne, elle est patiente et chercheuse, donc elle a cette double casquette. Et elle me disait une fois, par rapport à sa maladie, elle a dû aller aux urgences. Et quand le médecin voulait absolument lui donner un médicament, et elle savait qu'il ne fallait absolument pas qu'elle prenne ce médicament, sinon ça allait aggraver sa situation. Et elle n'avait pas dit qu'elle était chercheuse, qu'elle avait cette autre casquette. Et quand elle voyait qu'il insistait tellement qu'elle a été obligée de lui dire… Et là, il lui a dit, mais pourquoi vous ne me l'avez pas dit avant? Et donc, il a changé sa posture. Et là, il s'est mis à l'écouter. Donc, en tant que patiente, et avec les connaissances qu'elle avait avec sa maladie, il ne l'écoutait pas. Et donc, c'est pour ça que je parle de ces injustices épistémiques qui sont encore malheureusement encore très présentes, qui font que, OK, aujourd'hui, on parle de cette reconnaissance des savoirs, mais il y a encore il y a beaucoup de choses à déconstruire pour qu'on en soit véritablement dans cette complémentarité des savoirs. Ça, c'est très intéressant, cette inclusion de l'exemple que vous avez cité, parce que dans le malade imaginaire,
Argan ne devient médecin qu'en revêtant l'habit et le jargon. 3 points de suspension. Laure a demandé la parole. Et juste Dominique, une seconde, je fais l'avocat des médecins quand même. L'avocat des Merci. médecins, il dira juste, Lisa, que quand ils sont formés à l'ETP et qu'ils adhèrent à l'éducation thérapeutique et qu'ils adhèrent à cette démarche, ils sont plus du tout dans cette posture paternaliste. Je pense que la formation vraiment transforme leur rapport à la médecine et aux patients. Dominique? Le TP soigne les soignants. C'était Voilà. Laure qui avait demandé la parole. Oui, bah, vive l'OTP, parce que malheureusement, on n'en est pas encore là. Et donc, juste pour témoigner, simplement, pour utiliser le mot témoignage que Lisa a utilisé aussi dans les échanges précédents, et là, effectivement, je me place uniquement de ce point de vue-là, parce que je ne prétends pas en avoir un autre aujourd'hui. Bah ouais, ça donne envie d'être médecin, effectivement, parce que c'est tellement rageant que de ne pas pouvoir avoir accès à certains savoirs auxquels on voudrait avoir accès parce que y a un barrage. Donc, finalement, on essaye de trouver des façons d'y avoir accès sans avoir le statut de médecin. Donc, on en trouve des plutôt conciliants qui vont nous donner leur accès à des revues scientifiques payantes, super chères, qui fait qu'on ne peut pas avoir accès aux articles scientifiques sinon, et donc, ce n'est pas possible. Et il y a plein de choses comme ça. Et un peu l'argument d'autorité aussi, c'est insupportable en fait en tant que patient ou en tant que proche aidant, peu importe, mais on se rend compte à quel point cette injustice épistémique dont parle Lisa, elle est vécue au quotidien. Donc moi, j'ai développé un réseau de médecins pour mon mari qui est complètement hallucinant. Enfin, je sais pas, j'ai dû contacter une centaine de personnes pour essayer d'arriver à mettre la main sur des médecins qui voient à peu près les choses comme je les vois moi et qui nous permettent d'avoir ce qu'on veut, parce que moi, je sais très bien où je veux aller, je sais très bien ce que je veux, et sauf que les médecins sont un barrage, ils font barrage par rapport à mes objectifs. Et là, j'ai juste parfois envie de m'avoir une casquette médecin qui me permette d'accéder aux colloques auxquels je veux accéder, et d'accéder à des essais cliniques, d'accéder à des steering committees, d'accéder en fait à de la prise de décision auxquelles aujourd'hui, je n'ai pas aussi facilement accès parce que je ne suis qu'un pauvre proche aidant. Mais vous êtes en train d'alimenter complètement le débat, là, puisque vous êtes en train de nous proposer une attitude émancipée où vous n'avez pas d'autonomie. Émancipée, j'aimerais bien. Vous vous affranchissez du cadre, c'est ce qui a été dit tout à l'heure. J'aimerais bien pouvoir pleinement m'affranchir du cadre, sauf que aujourd'hui, je trépigne en fait. J'arrive pas à m'en affranchir. Il est beaucoup trop présent, ce cadre-là, surtout en France. Aux États-Unis, c'est moins le cas, mais chez nous, c'est compliqué. Lisa, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, elle trépigne. Je vous remercie infiniment parce que je voulais réagir par rapport à ce que a dit Johan et aussi par rapport à Laure, mais parce qu'on l'a dit tout à l'heure dans l'atelier précédent, je suis tout à fait d'accord avec vous, Johan. Et c'est pour ça que lorsque moi je parle des formations, j'insiste pour que ce soit des formations qui soient autant pour les professionnels de santé que pour les patients. Et c'est comme ça qu'on avance et on chemine ensemble et on comprend. Et donc, je suis à 1000% avec ce que vous avez dit, donc on est tout à fait d'accord. Merci. Mais Lisa, je rebondis. Chez nous, on a fait une première formation à l'éducation thérapeutique, un petit groupe là, qui a écrit le programme, et ensuite on a fait une deuxième grosse session où on a formé dans l'établissement une douzaine de personnes et on a intégré une patiente experte qui était passée par le centre dans le groupe. Je peux vous dire qu'au départ, les soignants faisaient les gros yeux de l'avoir à côté. Hein. Voilà. Je comprends. Je vis ça aussi, donc je connais. Mais ça a été très, très positif. Je peux rajouter le témoignage d'organismes de formation, parce que l'UTEP est organisme de formation, et nous, sur l'ensemble des formations qu'on a réalisées depuis 2014, on a eu des groupes tout à fait différents. On a formé, par exemple, un comportementaliste animalier, un coiffeur. Dans tous les groupes où il y a eu des patients, ça a été beaucoup plus riche. Par contre, le rythme a été moins important, parce que là aussi,
l'accompagnement, c'est de se mettre au pas de celui qu'on accompagne. Et heureusement, l'émancipation dans ce cas-là, et on a une patiente qui a témoigné de cette émancipation sur la dernière session de formation qu'on a faite, c'est que justement, elle a su dire doucement au groupe. Alors, nos 3 acteurs, là, on n'a pas beaucoup parlé quand même de Toinette. Moi, j'aimerais bien qu'on y revienne sur Toinette, là. Toinette n'inspire pas, Dominique. Non. Donc, Toinette, qui est l'aidante, donc Laure a un petit peu parlé de cette position compliquée d'aidant, où en plus on a envie de pouvoir concourir à l'autonomie du proche aidé, finalement, et que ce n'est pas évident face au paternalisme médical parfois, et puis à ce milieu finalement assez fermé. Alors, si Toinette ne vous inspire pas, revenons sur un petit peu votre définition peut-être. On a eu des bribes de l'autonomie et de l'émancipation. Alors, quelles seraient les différences entre les deux termes pour vous? Ou peut-être faut-il en inventer un troisième? Non, Dominique. Dominique, tu as donné des éléments en plus, toi. Oui, tout à fait. Tout à fait, parce que on peut très bien imaginer qu'une personne autonome ne soit pas émancipée parce qu'elle reste justement dans le cadre, mais elle le fait toute seule et sans avoir recours à qui que ce soit. Même à la limite, on pourrait même imaginer très caricaturalement qu'une personne handicapée est autonome parce que justement, elle a réussi à pallier les déficits qu'elle avait à combler pour se rendre elle-même a priori. Mais ça, il faut qu'on se pose la question. Est-ce que être indépendant, c'est synonyme d'être autonome? Est-ce que être émancipé, c'est avoir libre choix de ses décisions et donc de choisir, par exemple, d'être compliant, d'être observant, de se fier à son médecin et de faire ce qu'il nous dit, comme nous le dit Purgon? Ça pourrait être un choix émancipé. Et vous pouvez être émancipé non autonome, comme vous pouvez être dépendant, émancipé. Dominique, tu es avec nous? Oui. Ah, il y a quelques coupures quand tu… J'ai un très mauvais réseau parce que je suis pas sur la cité, moi. Je suis dans mon bureau et on n'est pas tout seul là. La difficulté de jouer un tout petit peu sur les mots, c'est que c'est des termes proches, mais qui s'interpellent. Si on reprend notre acteur de santé qui obéit à un metteur en scène, l'acteur, il n'est autonome ou émancipé que dans l'improvisation. Il peut être autonome sur la scène parce que la personne joue à sa place, mais il suit une conduite. Le metteur en scène, lui, il est pratiquement autonome sur sa mise en scène, sur le choix des acteurs éventuellement, il a une grande marge de manœuvre en autonomie, mais il n'est pas très émancipé puisque de toute façon le cadre lui est imposé par l'auteur. Et là où c'était très intéressant, et j'ai essayé d'interpeller Blandine là-dessus quand elle a pris la parole pour dire ça, c'est que j'ai assisté, moi, à une réunion où un représentant d'association de patients nous a dit « Acteur, 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 moi, ça ne m'intéresse pas parce qu'il y a toujours un metteur en scène. »
Nous voulons être auteurs de notre santé. Je le livre à votre réflexion. Dominique, je te propose qu'on passe à une deuxième activité et je Oui. le propose au groupe aussi. Juste peut-être une remarque, si vous m'autorisez, pour répondre à Dominique. Je crois que ça dépend vraiment de la situation médicale qu'on vit. Oui. Et un parcours de soins, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des moments où, honnêtement, qu'il y ait un metteur en scène et qu'on soit des bons élèves, comme disait Lisa, c'est pas mal. Quand je parlais de l'impact de l'ETP, qu'il faut peut-être travailler sur la récence du parcours de TP et qu'effectivement les apports sont différents selon le moment où on se positionne dans notre parcours de soins ou dans notre parcours de vie, c'est une évidence. C'est-à-dire que les apports ne sont pas les mêmes selon qu'on est la tête dans le sac en train de gérer les effets secondaires d'une chimio ou qu'on est dans une phase de reprise d'activité professionnelle où il faut qu'on se remobilise et qu'on soit plutôt sur des considérations psychosociales. Donc, je pense que l'autonomie, ça peut être un gros mot dès lors qu'on le rattache pas à une situation. Tout à fait. C'est très important et on va souligner la variance dans le temps et la nécessité justement d'une adaptation. Et pour moi, le maître mot de l'éducation thérapeutique, c'est adaptation. Adaptation aux circonstances, adaptation aux capacités, adaptation aux besoins, aux envies, aux moments. Parce qu'il y a des moments et puis il y en a d'autres où ce n'est pas le moment, comme on dit en langage populaire. Ce qui est certainement très, très vrai en psychiatrie. Il y a des moments en psychiatrie, je pense qu'il faut parler de choses à certains moments, on peut aborder certains sujets et à d'autres moments, ce n'est vraiment pas le moment. Allez. En psychiatrie, c'est pas le bon moment quand ils sont en décompensation, quand ils sont en intra. Après, nous, on intervient donc là, on est plutôt sur le travail de l'alliance. Après, nous, créatifs, on est en extra-hospitalier. Et donc, là, on est avec des personnes qui sont quand même plus stabilisées. Et donc là, effectivement, c'est le moment d'aller plus vers de l'ETP. Voilà, parce que les personnes, elles seront plus disponibles psychiquement. Voilà. Après, avec Nathalie, toutes les deux, je démarre juste, on est sur le programme Pro-Famille. Donc là, plutôt avec les proches aidants, donc parler aussi de l'environnement, de l'autonomie des proches aidants, de l'émancipation du corps médical, de ces familles en souffrance. D'être écoutées, voilà. On rejoint, je ne sais plus comment elle s'appelle la personne. Oui, mais je ne sais plus. On rejoint tout à fait la personne qui est proche aidante et qui expliquait cette difficulté qu'elle avait d'avoir accès à des informations et d'être écoutée et de pouvoir faire des choix, faire les bons choix. Voilà. Ok, merci. Tu vois, Dominique, finalement, que Toinette suscite de l'intérêt. J'en étais persuadé. Le proche aidant, c'est capital. Et donc, les excuses de Laure qui nous avait signalé au début de la séance qu'elle serait obligée de nous quitter avant la fin. Une autre Laure, c'est notre diététicienne qui a joué avec brio Toinette tout à l'heure. Voilà, merci beaucoup. Alors, on va vous proposer d'évoquer quelques cas de vrais patients, des vrais patients qu'on a rencontrés dans nos pratiques, et puis de réfléchir ensuite sur les cas évoqués. Alors, les patients ne sont pas des cas, pardon, mais on appelle quand même ça des cas cliniques. De sujet éthique, Lisa. Est-ce qu'un patient est un cas? Vous avez 3 heures. Voilà. Donc, je vais commencer par un premier patient qu'on a eu dans le centre qui a donc suivi le programme lombalgie chronique avec des résultats très, très significatifs, une diminution franche de la douleur qui perdure dans le temps, une reprise du travail, un changement d'hygiène de vie avec intégration de l'activité physique dans le quotidien, retrouver un équilibre alimentaire, un travail maintenu en gestion du stress. Donc, résultat vraiment très, très significatif. Transformation, ce n'est plus la même personne.
Par contre, il nous contacte par téléphone 8 mois après le programme et il décrit une recrudescence des douleurs. Il est très, très inquiet, au fond du gouffre, comme on peut dire, si vous me le permettez, et de nouveau un arrêt de travail. Donc, c'est la catastrophe. Est-ce que le fait qu'il recontacte le centre, pour vous, relève de l'autonomie, de l'émancipation ou d'autres choses? C'est qu'il a tout compris sur le soutien de l'ETP pour les patients chroniques. C'est-à-dire? Je pense qu'il ne faut pas que ce soit un one-shot. Moi, j'ai fait beaucoup d'études auprès de patients qui avaient suivi l'ETP pour voir ce qu'ils en avaient retiré de leur point de vue et ce que l'ETP leur apportait. On a fait des typologies de patients, c'est assez amusant. Mais il y en a qui sont fondamentalement dans une logique. Alors, c'est pas de l'autonomie, mais le fait que, parce qu'il y a presque une dépendance par rapport aux équipes d'ETP, et ils ne veulent pas casser cette relation. Ils veulent que cette relation se poursuive. Et donc, au bout de 8 mois, ils rappellent, c'est qu'effectivement, ils ont besoin que cette relation existe. Alors, évidemment, pour vous, pour les systèmes de santé, ce n'est pas l'autonomie, ce n'est pas l'émancipation, mais finalement, c'est aussi peut-être ce qui permet d'être des. Il y a le passage du Goa à Noirmoutier, c'est ces petites étapes intermédiaires qui permettent d'avancer. Et peut-être qu'à 8 mois, on est encore je parle en cancérologie, on est encore dans notre parcours de soins finalement. Et c'est des repères. Le TP peut être aussi des repères pour les patients. Donc, ils ne veulent pas couper cette relation. Et ils sont dans cette logique de l'ETP qui est un accompagnement. Ils ne veulent pas couper le cordon ombilical. C'est pour eux une manière d'avancer. Donc, quand ils sont en difficulté, ils réfléchissent. Ils n'appellent pas tout de suite, mais quand ils sont au fond du trou, effectivement, ils appellent. Alors, ça contribue forcément, enfin, c'est une capacité d'agir, c'est au moins une capacité à mobiliser la bonne ressource au bon moment. Oui, et cette capacité, en fait, moi j'y vois quand même à la fois un signe d'émancipation et d'autonomie dans le sens où on a restauré une compétence. On a offert le choix et il s'en sert à bon escient. Donc, il a fait le choix de rejoindre le cadre dans ce cas-là. Donc, c'est un peu dans l'affranchissement la démarche inverse, mais il fait le choix libre de rejoindre le cadre. Il est pour moi à la fois autonome et émancipé. Ce qui pose problème aux soignants, c'est que échec, on est dans une culture de l'échec. Et c'est ça le souci. Je ne suis pas sûre que ce soit un échec. Dans un style complètement différent, je suis passée en ressources. C'est passé en ressources, on est dit, voilà, vous êtes en contact avec le patient, c'est un one-shot. Vous le voyez une fois. Bon, éventuellement 2 fois s'il y a un besoin. Dans le cadre de mes activités, je suis amenée à revoir de façon complètement fortuite des patients. Mais finalement, ce qu'on leur a apporté à un moment donné, finalement, ils sont ravis de nous retrouver quelques temps plus tard et ils se disent, même si on ne donne pas le numéro de téléphone, etc., ils savent très bien comment nous retrouver si besoin. Mais c'est au moins leur laisser cette possibilité de. Et ce n'est pas un échec. Moi, quand je vois un patient qui me tombe dans les bras parce que, voilà, ce n'est pas un échec. Bien sûr. Alors, évidemment, pour le système de santé, ce n'est pas très économique. Nous, on est bénévoles, donc ça ne coûte pas trop cher. Mais je comprends qu'effectivement, si tout le monde revient, ça coûte un petit peu cher au système. Mais ce n'est pas forcément… il faut mieux être là au bon moment que pas être là du tout. Merci de ce témoignage, Blandine. Le bénévolat est un autre sujet. J'ai vu une main se lever du côté de Laborie. Oui, c'est vrai que pour les proches, nous aussi, ils reviennent vers nous quand le module 1, parce que c'est sur 2 modules, quand le module 1 est terminé, parce que aussi c'est associé, cette participation au module 1 est associée à du positif. Ça leur a permis d'améliorer leur qualité de vie, de mettre des distances avec leurs difficultés, etc. Enfin, voilà, c'est du positif tout ça. Donc, c'est naturel de revenir vers ce qu'ils ont trouvé dans le groupe, avec Profamille, etc. Il y a aussi ce côté-là. D'accord. Le retour est très bien vécu, bien au contraire. Donc, même si le retour est très bien vécu, c'est-à-dire même si on encourage avec de l'entraide entre les participants. D'accord. Une question d'accueil. Dans le groupe précédent, ils ont comparé cette rechute, entre guillemets, au cercle de Prochaska, en fait, où ça fait partie de l'histoire. Et il faut revenir pour refaire un tour de plus.
Oui, c'est ça. On est un peu D'accord. dynamique, nous aussi. Ok. Donc, Johan de retour, on va Ouais, peut-être vous désolé. présenter un deuxième cas, qui est celui en fait d'un patient qui intègre un programme d'éducation thérapeutique pour un diabète de type 2 et qui en fait, à l'issue des différents bilans, diagnostics éducatifs, se voit proposer un parcours éducatif avec la signature d'un contrat éducatif. Et il le refuse. Excusez-moi, vous pouvez répéter? Oui. Merci À beaucoup. l'issue du bilan éducatif et des bilans qui permettent de construire le programme normalement personnalisé, on lui propose donc ce programme avec un contrat à signer et il refuse. Émancipation, autonomie, ni l'un ni l'autre. Quelle est la place du refus en éducation thérapeutique lorsque on vous propose quelque chose et qu'on vous demande de signer un contrat? Un contrat synalagmatique, comme on disait, ça c'est autre chose pour les juristes. Dans la vraie vie, il y a beaucoup de gens qui refusent De signer le contrat ou de rentrer dans le programme? de rentrer dans un programme, à qui on propose et qui ne rentrerait pas dans le programme, et signer ce contrat qui est un engagement, en fait, Ouais. d'un consentement. Alors, c'est pas tout à fait comme un consentement, enfin, c'est compliqué. Là encore, la réglementation n'est pas très claire sur le sujet. Là, on lui propose un contrat éducatif, il refuse et il ne fait pas le programme. Donc voilà, restons-en là pour l'instant, d'essayer de savoir. Oui, Lisa? Enfin, je sais que l'exercice est présenté tel quel, mais c'est vrai qu'on manque un peu d'éléments d'information sur ce patient, c'est-à-dire déjà pourquoi il refuse. On ne sait pas quels sont les arguments qu'il mettrait en avant pour refuser. Ah, ça c'est très intéressant. J'ai fait partie pendant longtemps d'un groupe, un comité de protection des personnes. On n'a pas à justifier son retrait d'une étude. Pourquoi avoir besoin d'arguments pour dire je refuse? Dans ce cas-là, la question est pourquoi on lui a proposé quelles sont les raisons pour lesquelles on lui a proposé de participer au programme d'éducation thérapeutique, et ça permettra de mettre en perspective. Mm-hmm. Donc on est sur les motifs. Oui, il faut comprendre avant d'agir. D'accord. Non, merci beaucoup. En tout cas, vous m'avez laissé à réfléchir à la question que je posais, c'est-à-dire pourquoi ces arguments, dans le sens que pourquoi moi j'ai posé la question de cette manière-là, c'est-à-dire que peut-être que lui, et je suis peut-être complètement à côté de la plaque, mais je le dis, peut-être que lui ou elle, le patient, non, là c'est un patient, c'est pas qu'il va se justifier, mais il va donner les raisons. Tout à l'heure, on parlait justement de l'environnement, des conditions dans lesquelles évolue la personne. Peut-être que le contrat qu'on lui propose ne prend absolument pas en compte l'environnement dans lequel est le patient. C'est pour ça que je posais la question de dire, mais pourquoi il ne répond pas, ou en tout cas, il ne s'engage pas. Ok. Dans le cas où éventuellement le contrat qu'on lui propose n'est pas un contrat co-construit, mais une boîte dans laquelle on veut l'enfermer. D'accord. Oui, ouais. Auquel cas, là, c'est à la fois de l'autonomie et de l'émancipation. C'est allez vous faire voir. Ça ne correspond pas à ce que je vous ai demandé. Oui, en psychiatrie, des refus? Dominique, juste, Oui. c'est le professionnel qui va parler là. Effectivement,
On a, nous les soignants, et je le fais volontairement de manière caricaturale. Ça va dans le sens de mon intervention de ce matin. On a une idée assez précise de ce qu'il faudrait que fassent les patients pour aller mieux. Mais on s'est appuyé quand même sur des témoignages, enfin sur des recueils de données patients, sur des études. On a quand même beaucoup travaillé là-dessus. Mais effectivement, on a construit un programme en projetant un petit peu de ce que les soignants, les médecins pensent qu'il faudrait faire, qu'il faudrait changer pour que nos patients aillent mieux. Il y a une place là-dedans quand même à la concertation avec le patient. C'est ce qu'on appelle, Lisa, la négociation du parcours éducatif et du contrat éducatif. Mais effectivement, il y a de grandes orientations qui sont indéboulonnables. Un exemple, les lombalgiques, on sait qu'il va falloir, dans tous les cas, l'ingrédient, ça va être un peu d'activité physique pour remuscler, parce qu'ils sont déconditionnés, travailler la souplesse et refaire un peu de muscle au niveau de la sangle abdominale du dos et se remettre en condition. Donc, à partir de là, le patient va bien sûr avoir toute sa place, mais il peut aussi dire, et je crois que c'est le cas dans le patient diabétique, là. Bon, il est arrivé pour un programme de diabète de type 2, il y a eu un diagnostic éducatif, on a construit un programme et on lui propose, voilà, donc le parcours qu'on vous propose, ça va être de l'activité physique, une alimentation, retrouver un équilibre alimentaire. Eh bien là, lui, il dit non, moi je refuse. Et là, on vous demande, il refuse. Donc, il se dit, je veux garder mon confort, ma vie actuelle. Est-ce qu'il est autonome ou émancipé ou autre chose? Est-ce qu'il a le droit de refuser la démarche? Moi, j'ai envie de dire oui. Oui, parce qu'effectivement, il y a eu, comment dire, et je vous remercie, Johan, justement, de cette précision sur la négociation du parcours éducatif. Il y a eu tout un travail qui a été fait entre le patient et les professionnels de santé. Et si finalement, ça, voilà, il n'a pas envie, c'est un peu ce qu'on disait tout à fait en introduction, hein, c'est est-ce qu'il y a une intention, est-ce que la personne a envie d'entrer en partenariat dans cette alliance thérapeutique? Si elle a envie, ok, mais si elle n'a pas envie, ben, c'est ok aussi, mais au moins, je veux dire, bah voilà, c'est une décision libre prise par le patient, en sachant pertinemment que s'il ne le fait pas, ça risque effectivement d'aggraver peut-être son diabète et sa situation de santé, mais c'est un libre choix. Ouais, là, ça ressemble du coup, ce que vous dites, à de l'émancipation, c'est-à-dire j'agis à mon âme et conscience, j'ai été informé et je m'émancipe, je choisis de ne pas adhérer. Oui. OK. Alors, on va aller sur le cas suivant qui a quelques similitudes. Et je crois que c'est un cas qui parle pas mal à Dominique. Il l'a vu, cette patiente, ou en tout cas, il était très proche. Donc là, on est sur un programme d'éducation thérapeutique qui concerne les chimiothérapies orales après un cancer du sein. Donc, et donc, après ces chimiothérapies, il y a la poursuite proposée d'un traitement par hormonothérapie au long cours. Donc, le programme d'éducation thérapeutique, il comprend des ateliers qui relatent notamment les effets indésirables des traitements et toute la démarche bénéfice-risque. À l'issue du programme, 2 patientes sur 10 refusent le protocole et donc refusent de prendre le traitement par hormonothérapie au long cours. Alors, ça ressemble un petit peu à ce qu'on vient d'évoquer. Elles sont autonomes ou émancipées ou autre chose? Qu'est-ce que ça vous évoque?
Bon, c'est un dispositif que je connais bien, hein, puisque moi je travaille en ETP en oncologie, et donc effectivement on a cette problématique de l'hormonothérapie. Spontanément et sous réserve de maîtrise des concepts qui sont manipulés, j'aurais tendance à dire que c'est l'émancipation, mais que peut-être aussi que le rôle de l'ETP, c'est de les accompagner en termes d'autonomie. Si elle partait sur un programme d'hormonothérapie, parce que généralement, c'est pas au début qu'on arrête, hein, c'est au bout de 18 mois, 2 ans, pardon, qu'il y a une cassure d'hormonothérapie. Donc, c'est peut-être pendant le début du traitement d'hormonothérapie qu'il est important, effectivement, de travailler avec elles leur autonomie, sur leur capacité à anticiper, prévenir, maîtriser les effets secondaires de l'hormonothérapie, pour qu'effectivement, ce qui nous arrive sur la tête au bout de 18 mois ne nous amène pas à nous poser la question sur on continue ou on continue pas. Donc peut-être qu'effectivement, ça serait le reflet d'une émancipation, mais peut-être aussi le reflet d'une autonomie qui n'a pas été finalement bien accompagnée pendant les débuts du traitement. Et donc là, on en revient à la question du moment de ce refus. Dans l'histoire qui est relatée là, c'est préalable. C'est-à-dire sortie de l'éducation thérapeutique, vous avez une proposition d'hormonothérapie. Qu'est-ce que vous faites? D'accord. Alors, il faut savoir aussi que l'ETP n'est pas la seule source d'information des patients et que, effectivement, sur l'hormonothérapie, il y a quand même tout ce qui est dit et par le corps médical et par les pairs et par les associations et par la rumeur et par tout un tas de trucs qui font qu'effectivement, en tant que patient, on récupère une masse d'informations et après on accorde un crédit à des sources qui ne sont pas forcément celles auxquelles il faut accorder du crédit. Mais là, c'est un cas que je connais moins. Mais par contre, c'est vrai que la cassure à 18 mois, elle est évidente. La cassure à 18 mois, mais c'est vrai, ça c'est quelque chose qui est connu dans l'expérience d'hormonothérapie. Mais ce que vous dites là appelle autre chose, c'est que est-ce que l'autonomie, c'est une éducation au discernement? Je pense que dans les capacités d'action, si on définit l'autonomie comme une capacité d'action, c'est peut-être aussi une compétence que d'être capable de faire au moins une analyse fondée des bénéfices et des risques pour soi d'un traitement qu'on pourrait nous proposer. Et fake news, entre autres. Par exemple, alors là, on se rapproche de la littératie, c'est autre chose. Mais là, je pense que l'avantage, moi, quand on parlait de TP, quand tu fais remonter l'étude que j'ai fait sur le TP des patients, c'était vraiment la confiance dans les acteurs qui font le TP et donc cette capacité à récupérer des informations, des connaissances qui soient fiables, valides et adaptées à leur cas personnel. C'est l'opposé de tout ce que les patients peuvent trouver sur Internet, qui est assez anxiogène et qui peut être parfois des fake news. Vraiment, il y a cette notion de qualité de l'information transmise par les équipes de TP qui est assez importante, c'est vraiment fiabilité et puis adapté à leur cas personnel. En aparté, à titre individuel, si vous acceptez de m'envoyer cette étude, je suis preneur. D'accord, pas de souci. Merci. Elle a été publiée. Hein. Alors ça, c'est amusant parce que tout à l'heure, on parlait de la représentation de TP dans le milieu médical. Dans les anecdotes assez amusantes, quand je présente à des congrès, etc., c'est clair que la première chose que je vois au niveau des médecins, c'est qu'ils prennent leur smartphone, ils ont sur Google Star pour voir si j'ai publié, et en fonction du nombre de publications que j'ai, ils m'accordent du crédit. Parce que je suis d'abord patient, mais pas chercheur. Donc pour eux, ils vont d'abord voir si je suis un bon chercheur avant de savoir s'ils vont commencer à m'écouter. Donc c'est dans les représentations de l'ETP. Je crois qu'il y a encore un gros travail à faire. C'est vrai que patient, voilà. Quand on devient chercheur, d'ailleurs, c'est aussi peut-être pour ça que j'ai pris la perspective chercheur pour gagné en crédibilité, ce que je n'avais pas en formation de TP. Blandine, merci. Si vous avez l'article, vous pouvez peut-être nous le mettre en lien. Moi, je serais intéressée également. Alors, si vous voulez, on peut le mettre dans le chat. Si vous avez une référence, ça peut se mettre dans le chat. Je vais mettre la ref. Ok, ça marche, je fais tout de suite. Alors là, on était dans un cas de refus de soins. Qu'en pensent les experts psychiatres? Refus de soins. Nous, on est dans un paradoxe parce que on a certaines personnes effectivement qui refusent les soins et on peut leur accorder, mais enfin, on en a quand même beaucoup qui sont en obligation de soins également. Et voilà. Autonomie ou émancipation? Mais quand on propose l'ETP, on a des fois des refus. Souvent, c'est une question d'alliance, en fait. Collaboration, voilà. Donc, la qualité de la relation. La qualité de la relation qui est remise en question. Voilà. Après, sur l'arrêt du traitement, alors nous, c'est vrai que je disais tout à l'heure, on ne va pas faire une étude sur les arrêts de traitement en psychiatrie après programme d'ETP parce que il y a beaucoup de personnes qui sont après en rupture de traitement, enfin, qui
concurrents. Hein. Voilà. Voilà où on en est. Mais c'est vrai que donc on a des personnes qui sont en obligation de soins. Pour le coup, l'insight est assez déficitaire. Donc généralement, eux, ils n'ont pas de programme de TP qui leur sont proposés à ce moment-là. Mais on va faire le travail, comment on parlait tout à l'heure, au préalable. Quoi. On va essayer d'amener la personne avec notre relation de collaboration à cet atelier-là. Ouais. Juste rebondir sur ce qu'a dit Blandine, et Dominique a évoqué le terme de fake news tout à l'heure. Dans la pratique, on voit quand même beaucoup de patients qui ont ce qui a été évoqué dans le groupe précédent, mais pas dans celui-ci, des fausses croyances ancrées, notamment sur la lombalgie. La lombalgie, bon, ils arrivent avec une hernie discale souvent, et or, si on faisait vous savez que si on faisait des imageries à toute la population, on trouverait des petites choses dans le dos de pas mal de monde. Mais il y en a pour qui ça fait mal, d'autres pour qui c'est stable et silencieux. Et donc, déconstruire les fausses croyances, mais qu'est-ce que c'est dur? Qu'est-ce que c'est dur? Et c'est des croyances bloquantes qui empêchent d'aller mieux aussi. Et donc, c'est renforcé tout ça par l'accès à l'information partout, tout le temps, Internet, de suite, le téléphone. Là, vous le disiez, on regarde si vous avez publié, mais ils regardent si ce qu'on dit est vrai aussi, nos patients, des fois, dans les 5 minutes en direct. Voilà. Donc ça, c'est un point. Sur l'hormonothérapie, ce qui marche très très bien dans les débuts d'atelier d'éducation thérapeutique, c'est de leur faire des dessins ou des nuages de mots qui évoquent toute leur représentation. Et j'ai une collection de dessins juste exceptionnelle sur la vision de l'éducation de l'hormonothérapie par les patients. Mais c'est ça, c'est déconstruire leur représentation. Alors, est-ce qu'on poursuit? Allez, vas-y. On vous propose le cas d'un patient qui, à l'issue d'un programme ETP, obésité, un poids partagé, ce patient a perdu 25 kilos. Il a effectué ce parcours en 6 mois avec une mise en place d'une nouvelle hygiène de vie, son alimentation, son activité physique adaptée. Un bon élève, un peu comme on disait tout à l'heure. Et 2 mois plus tard, alors que le résultat est stabilisé, il informe l'équipe qu'une chirurgie bariatrique de type sleeve, c'est-à-dire On l'a encore perdu. Ah, on a perdu Dominique, mais moi je suis là, alors je vais finir. Ah, non. Émancipation ou autonomie Dominique, ou autre chose. Ça a coupé à chirurgie bariatrique. Je pense qu'il faut reformuler, oui, Dominique, désolé. Ouais. D'accord, donc une chirurgie bariatrique de type sleeve, c'est-à-dire une chirurgie mutilante, puisque ça enlève une partie de l'estomac, et qui est programmée à la suite d'un rendez-vous qu'il a pris dans une autre équipe, auprès d'un chirurgien d'une autre équipe. Autonomie, émancipation, autre chose? Donc, notre patient, il a suivi un programme, ça fonctionne bien, il y a de très bons résultats. Et puis, 2 mois plus tard, il décide d'aller se faire opérer. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 2 mois? Qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 2 mois? C'est une bonne question. À votre avis? Il a conservé son résultat, donc il n'était pas mauvais. Résultat clinique, mais c'est pas sur un plan psy, sur un plan relationnel, sur un plan. Qu'est-ce qu'il cherche en allant voir le chirurgien d'une autre équipe? D'une autre équipe. Il a la recherche de quelqu'un qui lui dit autre chose, ou de plus en phase avec ce qu'il pense, ou c'est un problème de confiance? Je ne sais pas. Autonomie ou émancipation?
On n'est pas là pour le scénario, en fait, on est là de savoir quelle est l'attitude. Et on n'est pas là non plus, puisqu'on est en éthique, hein, pour avoir un bon ou un mauvais. Hein. Autrement dit, est-ce qu'à l'issue d'un programme d'éducation thérapeutique, bien conduit et efficace, félicitons-nous parce que personne ne le fera à notre place, le patient a-t-il le droit de faire autre chose autrement avec d'autres? Clairement, oui. En termes de droit. Et je fais l'avocat du diable un peu là aussi, mais ce matin, on a entendu Philippe Marcoux de l'ARS qui a eu un discours remarquable et d'honnêteté. C'était bien. Mais donc là, notre patient, vous savez, pour l'obésité, vous connaissez peut-être que peu ce parcours, mais logiquement, il doit suivre un programme d'éducation thérapeutique. En fait, il doit essayer de perdre du poids par la méthode douce avant d'avoir recours à la chirurgie. Et là, ça fonctionne, mais on sait aussi que les patients sont libres de faire de la consommation des services de santé. Et donc, ce patient-là, il décide, oui, après un programme qui fonctionne, il décide d'aller voir un chirurgien et le chirurgien décide de l'opérer. Quand il fait ça, est-ce qu'il est autonome, émancipé? Et on ne juge pas ou un sale garnement qui n'écoute pas ce qu'on lui dit. Voilà. Ça, c'est ce que peuvent penser, évidemment, dans vos expériences en fréquentant des équipes médicales et paramédicales. Effectivement, ça pique un peu certains soignants quand les patients échappent vers d'autres établissements. Ça, on doit le concéder, Dominique. Mais aux professionnels de santé de mettre l'ego de côté et juste, est-ce que le fait de faire cette démarche, il est autonome ou émancipé, puisqu'on a quand même eu des bribes de définition. Et on conclura là-dessus. Moi, je suis un petit peu gênée parce que c'est moins le résultat que le process qui amène qui permet de savoir si c'est de l'autonomie ou de l'émancipation. Préciser. C'est toujours la motivation, c'est des raisons profondes. Ces raisons profondes qui permettront de savoir s'il est dans un schéma d'autonomie, il a gagné en capacité notamment aussi de dire non, l'information qui m'a été donnée ou ce que j'ai fait ne correspond pas à ce que je veux faire et je vais voir ailleurs et je vais prendre un autre avis parce que ça c'est aussi une démarche, ou si c'est une volonté chronique une volonté affirmée d'être libre et de faire pas forcément, j'ai pas à juger, mais des choses qui ne soient pas basées sur une approche rationnelle. Oui, d'autant que s'il a perdu suffisamment de poids, l'indication chirurgicale pourrait avoir disparu. Exactement. Ouais, j'aime beaucoup ce que vous avez dit là, Blandine. C'est percutant. Ça, ouais, c'est très, très intéressant. Désolée, je n'ai pas fait exprès. Ah non, au contraire. C'est ça la richesse des échanges. Si vous me permettez, juste pour synthétiser en quelques mots là, tout ce qui a été dit sur les cas, déjà, je vous remercie pour la richesse des échanges et pour même pour ceux qui n'ont pas fait de publication, je vous promets, c'était super. Voilà. On a des bribes de définition. L'autonomie, on sait que ça nécessite une intention, mais Blandine, ça nécessite aussi des adaptations. Et en fait, ça vise aussi à renforcer les capacités pour finalement être libre. Pour ça, il faut être acteur et co-construire son parcours et parfois être accompagné et afin de prendre des décisions éclairées. L'émancipation, j'ai entendu une définition qui voudrait qu'elle s'affranchisse du cadre en connaissance de cause. Donc, elle va finalement un peu plus loin que l'autonomie, puisque l'autonomie permet de rappeler le centre de l'extrême parce que j'ai mal 6 mois après,
et l'émancipation, encore d'autres choses. Lisa, vous n'avez pas toujours eu le sentiment de co-construire votre projet thérapeutique, votre prise en soin. Et finalement, j'ouvrirai le débat là-dessus. Est-ce que les soignants, avec un grand S, sont prêts à l'autonomie ou à l'émancipation des patients? Voilà. Dominique. C'est une vraie question, effectivement, si les soignants ont cette capacité d'ouverture d'esprit, de remettre en lieu et place une décision qui doit être une décision accompagnée. Et moi, je me demande à écouter justement toutes ces réflexions et la richesse de ces échanges, dont bien évidemment, moi aussi, je vous remercie parce que, comme d'habitude, avec des patients, des aidants et différents professionnels de santé, on a appris beaucoup de choses. J'ai le sentiment d'avoir grandi en ETP encore aujourd'hui. Et ça, c'est très, 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 très important. Et je me demande si justement, l'éducation thérapeutique, en fait, plutôt que de viser l'émancipation ou l'autonomie, son ADN serait peut-être pas d'accompagner. Alors, c'est une intention, je relève le mot d'intention parce que ça m'intéresse beaucoup, d'accompagner sur un chemin vers l'épanouissement thérapeutique des personnes. Et s'il y avait une recette de cet épanouissement, moi je dirais bien l'intention, on va y revenir parce qu'il faut vouloir le faire, une intention de liberté dans laquelle on mettra un peu de sécurité, de l'identité, être reconnu soi-même, une petite dose d'autonomie, une petite dose d'émancipation, un zeste de connaissance, quelques gouttes de curiosité et une grande rasade d'accompagnement. Merci Johan de cette confiance dans la collaboration et puis à vous tous qui avez participé, merci de vos apports.